Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et c'est la dernière émission du festival pour Radio Anthropocène. Et avant qu'une grande tristesse et une grande nostalgie nous envahissent, on va tenter de passer une dernière heure agréable et joyeuse avec vous, le public de Radio Anthropocène présent au Café Pilot. Pilot qu'on remercie une nouvelle fois pour son accueil. Et avec nos partenaires de Scène 27 qu'on remercie également pour l'organisation de cette soirée. Car oui, on va prendre une heure pour se poser la question de comment mangera-t-on en 2050 ? Enfin, vous allez vous poser la question, et vous, oui, vous le public là, qui nous regardez, vous allez poser la question à nos invités. Nos invités qui sont, François, je vais te laisser les présenter. Et oui, puisque nous sommes en compagnie de 3 invités. Laetitia Chalandon d'abord, bonsoir. Alors Laetitia Chalandon, vous êtes journaliste, vous êtes fondatrice de Mâchons pas les mots, un média sur lequel on aura l'occasion de revenir. Vous vous intéressez aux questions d'éducation au goût, aux modes de consommation alimentaire, aux impacts environnementaux qu'ont nos modes de consommation alimentaire, aux différentes traditions autour de l'alimentation. Est-ce que j'ai été exhaustif dans tout ce que vous faites ? Oui, c'est formidable. Parfait. Je dirais aussi peut-être rendre visibles ceux qui ne le sont pas sur le terrain. Eh bien écoutez, on aura l'occasion d'en débattre. On est également avec Nicolas Posta. Nicolas Posta, bonsoir. Bonsoir. Alors Nicolas, vous êtes doctorant en sociologie à Lyon 2 et membre du centre Max Weber. Vous travaillez sur la transition écologique de l'agriculture et plus spécifiquement des vignobles. Et vous venez de terminer un ouvrage sur la ferme des Volonteux, une ferme collective où travaillent près de 30 personnes en collaboration. Et on reviendra avec vous sur les questions de production alimentaire, les évolutions et les alternatives à inventer pour assurer cette transition écologique. C'est exact, et j'aimerais juste rajouter que l'ouvrage a été coécrit avec Béatrice Maurine, qui est une chercheuse du centre Max Weber également. Eh bien, c'est bien noté. Et enfin, nous sommes en compagnie de Thierry Boutonnier. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors Thierry, vous êtes artiste arboriculteur. Vous mettez en œuvre des alternatives pour affronter l'exploitation et vous posez la question de notre responsabilité dans cette crise environnementale qui nous occupe. Et vous nous permettrez d'avoir un regard décalé, un regard artistique pour questionner tous ces sujets autour de l'alimentation, pour penser l'alimentation du futur. Un grand merci d'être avec nous. Je vais passer tout de suite la parole à Max pour nous expliquer un petit peu la démarche de ce soir. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être là. Avant de vous introduire un petit peu comment va se dérouler cette heure ensemble, peut-être quelques mots sur notre projet Scène 27. Donc Scène 27, on est une association qui a pour but de vous faire parler de sujets de société qui peuvent aller de l'alimentation à l'amour en passant par l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est de proposer des formats qui se différencient de la conférence classique, qui peuvent être un petit peu descendants. La conférence classique peut être un petit peu descendante. Et donc, on veut proposer des formats plus horizontaux, plus dynamiques, plus inspirants pour parler de ces sujets-là. Et on a notamment développé plusieurs outils, notamment ce petit jeu de cartes qu'on a appelé Point of View, qui permet de lancer des débats entre vous sur, en l'occurrence, là, des sujets d'alimentation. Voilà, je finirai cette petite introduction Scène 27 par vous dire qu'on organise des événements tous les mois sur un sujet de société et donc en collaboration avec des artistes, en collaboration avec des librairies, on fait venir aussi des intervenants au Pilot Hôtel chaque mois. Et le prochain sera sur le temps, notre rapport au temps, le 11 avril. Donc on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. Voilà pour la petite introduction Scène 27. Et tout de suite, au niveau de l'organisation de ce temps, en fait, on a divisé en 3. On a 3 intervenants. On a une intervenante qui est plutôt sur la consommation alimentaire, si on extrapole un petit peu. Un intervenant qui est plutôt sur la production alimentaire. Et puis un dernier intervenant qui est un artiste qui va pouvoir explorer l'alimentation et vous donner un regard un petit peu différent de l'alimentation. Et on a décidé avec lui de parler un petit peu plus du futur de l'alimentation. Donc dans ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est que là, on a dû vous distribuer le premier lot de cartes qui est plutôt axé consommation. L'idée, c'est que vous regardiez un petit peu chaque carte, que vous en parliez un petit peu entre vous pendant 5 minutes, et puis que vous élisiez la carte ou le sujet que vous avez préféré dans ces cartes, et que vous nous en fassiez part à la radio. Donc les intervenants seront là pour développer ces sujets-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions,
à lever la main. En tout cas, on passera vous demander un petit peu votre carte favorite. Voilà, je repasse tout de suite la parole. Voilà, et puis du coup, on va prendre un tout petit temps musical, vous découvrez les cartes, et puis on revient dans 2 minutes pour vos questions, et puis découvrir les réponses de nos intervenants. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et allez, on est de retour en direct sur Radio Anthropocène pour notre table ronde avec Scène 27 autour de la question comment mangera-t-on en 2050. Et je crois qu'une première question s'est dessinée dans le public. Est-ce qu'on peut l'entendre et est-ce que nos invités surtout peuvent l'entendre? Avec grand plaisir, Florian. Nous, on s'est un peu arrêté sur toutes les importations sont bloquées. Tu ne peux manger que les aliments produits dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tu manges quoi? Et moi, je me suis posé un peu la question de déjà, je savais pas ce qui était trop produit en Auvergne-Rhône-Alpes. Et après, quand j'ai vu que c'était la viande bovine, le lait et donc le fromage, les fruits et le vin, je me suis dit, bah moi, s'il y a un gros blocus, je peux manger que des fruits. Donc c'est un peu pas ouf. Voilà, et c'était un peu ça ma question. Alors, ouais. Est-ce que tu peux répéter la question, en tout cas un tout petit peu plus fort? Ah, parce qu'on n'entendait pas bien. En gros, c'est Amélie, je crois, qui se posait la question de ce qui était produit en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, si on avait un problème, je suppose, géopolitique international, et en tout cas une impossibilité d'importer dans la région des aliments, sachant que majoritairement, c'est les bovins, la viande bovine, les fruits, c'est ça qui sont produites pas les fruits, justement. Qu'est-ce qui est produit? Les fruits et le vin. Ah voilà, les fruits, le vin, le lait, le fromage et la viande bovine. Et que je suppose qu'Amélie est végétarienne. Voilà. S'il y a ce genre de problème et une impossibilité d'importation, comment ferait-elle pour se nourrir? Parce que manger que des fruits, c'est un tout petit peu limitant. Amélie, je vais te rassurer tout de suite avec un petit chiffre, mais peut-être qui te fera bondir aussi. En Rhône-Alpes, on produit 86% de nos besoins, toute alimentation confondue. Donc tu trouveras des légumes, il y en a. Même si l'élevage bovin est le premier, tu trouveras des légumes. La problématique qui se pose aujourd'hui sur notre territoire, au niveau en tout cas de la métropole, et 50 km autour de la métropole, c'est qu'on ne consomme que 4,6% à peu près de ce qu'on est en capacité de produire. C'est-à-dire qu'on exporte tout le reste. C'est-à-dire que les 86% de ce qu'on produit et qu'on pourrait consommer, parce que ça correspond à nos besoins, sont exportés. Et nous n'en consommons, en tant qu'habitants du territoire, que 4,6%. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour nous. Je me permets de rebondir, Laetitia, qu'est-ce qui explique que justement on ne consomme que 4,6% de ce qui est produit sur le territoire? Parce que les filières ne sont pas organisées pour ramener ces produits sur le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et peut-être que mes voisins pourront compléter, l'organisation de l'alimentation et de la distribution de l'alimentation, elle n'est pas tournée vers les circuits courts. Et donc on ne dispose pas des filières suffisantes pour pouvoir rester sur le territoire, et parce qu'il y a des enjeux qui servent des intérêts qui ne sont pas forcément ceux des mangeurs. Moi, j'interviens, on va dire que c'est le futur qui parle, et le futur qui regarde son passé, il vous dit que vous mangez du pétrole. En fait, vous n'êtes ni végétarien, ni carnivore, vous mangez du pétrole. Et là, l'exemple, c'est que si on mange que 4,6% de ce qu'on produit en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est parce que le pétrole n'est pas cher. Donc à un moment donné, il faudrait se poser la question de pourquoi la nourriture est prédatée par l'industrie du pétrole. Donc là, vous posez la question des importations et des moyens qu'on... Non, je pose la question des conditions de production à travers une énergie corvéable, gratuite, extraite du sous-sol et qui ne coûte pas grand-chose et que les personnes qui mangent ne payent pas réellement. Et donc ça pose la question justement des coûts de l'alimentation. Donc combien on achète les aliments qu'on mange et combien ils coûtent à produire. Est-ce que quelqu'un va rebondir peut-être sur cette question du coût de l'alimentation, Nicolas Posta? Là tout de suite, je n'ai pas d'inspiration. Par contre, je pense qu'il aurait été important de rajouter quelque chose aussi. Alors je ne sais pas si ça s'applique à l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y a...
il y a des secteurs, notamment au bord de la vallée du Rhône ou proche des métropoles, qui sont des terres qui sont artificialisées. Il y a aussi un prix du foncier qui augmente et du coup, ça a un impact également aussi sur la production alimentaire et du coup sur l'autonomie alimentaire qu'il peut y avoir sur le territoire. Je crois qu'il y avait une autre question dans le public qui voulait intervenir. Oui. Du coup, notre question, c'était, c'est l'heure des comptes. Sais-tu combien tu dépenses d'argent pour manger, courses, resto, livraison, snack, etc. Et trouves-tu ça normal? Du coup, on peut se poser la question de enfin, il y a des gens qui n'ont pas spécialement les moyens aussi pour se faire plaisir, pour acheter tout ce dont ils ont besoin. Donc, quelles seraient des alternatives pour manger mieux et se faire plaisir quand on n'a pas spécialement les moyens pour à cela? Qui d'entre vous a envie de répondre à cette question? Vous battez pas surtout. Hein. Bon, ben, c'est le futur qui parle et qui regarde le passé. Et il regarde un document qui s'appelle une publicité, plutôt une réclame, non, plutôt une propagande, et qui disait pour les grands et les petits, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. C'est ça, c'est un truc où c'est bon la vie ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est Haribo. Ah, voilà. Voilà, Haribo. Bon, personnellement, je crois que si on mettait le pétrole dans la balance de la production, on s'apercevrait que en fait, on ne paye pas réellement le coût de la production, on ne paye pas réellement le travail. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé dernièrement, des colères des agriculteurs, agricultrices, éleveurs, éleveuses, etc., c'est qu'on ne paye pas grand-chose, en fait. Et sans parler de les subventions qui viennent corriger un prix du marché qui est juste un moyen de déréaliser le monde dans lequel nous sommes, en fait. Les écosystèmes ne sont pas capables, à l'heure actuelle, de pouvoir digérer ce que nous exploitons, extrayons, transformons, etc. Et le pétrole est, à mon avis, un bon outil de mesure pour comprendre à quel point c'est un faux débat de se poser la question de comment se faire plaisir en achetant un peu plus cher, un peu moins cher, parce que tout est biaisé. Il y a 50 ans, l'alimentation, c'était un budget 3 fois plus élevé que celui d'aujourd'hui. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, on avait peut-être moins de loisirs. On avait d'autres priorités, moins de vêtements aussi. Enfin, disons que l'organisation de notre portefeuille n'allait peut-être pas aux mêmes endroits. Après, ça ne sert à rien de regarder le passé et de se dire bah oui, mais parce qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus complexe. Il y a quand même des solutions qui se profilent. Et on pourrait imaginer effectivement depuis le futur, ah bon, on se pose cette question-là, alors qu'en fait aujourd'hui il existe une sécurité sociale de l'alimentation qui permet de rémunérer correctement les éleveurs et les producteurs pour ce qu'ils fabriquent, pour ce qu'ils cultivent, et de le vendre au juste prix. Aujourd'hui, on nous fait croire que pour démocratiser l'alimentation, on peut l'avoir pour pas cher. Mais il y a forcément quelqu'un qui souffre au bout de la chaîne. Parce que quand on est agriculteur et qu'on ne vit qu'avec 600 € par mois, et encore, on peut s'estimer heureux avec ça quand on ne croule pas sous les dettes parce qu'on nous a demandé de surinvestir, et qu'on ne retrouve jamais de retour justement sur ces investissements-là. Donc très, très concrètement, aujourd'hui, comment tu peux agir c'est simplement de regarder comment tu peux diversifier, peut-être ouvrir aussi la palette de produits que tu peux avoir à disposition. Et souvent, ça va passer par du fait maison. Essayer de retravailler des produits qui sont bruts, qui sont de saison, qui sont à côté de toi. Mais ça demande aussi du savoir-faire, de cuisiner pour pouvoir se faire plaisir. Parce qu'en fait, un légume, ça demande des connaissances pour réussir à avoir quelque chose qui va te plaire gustativement. Et c'est toute la problématique aujourd'hui de comment on redistribue le temps, comment on redistribue notre argent. Donc du jour au lendemain, je ne pourrais pas te dire voilà quelles sont les solutions, mais par contre, voilà quels sont les enjeux et peut-être voilà sur quelles priorités on peut se positionner en tant que citoyen. Et donc d'être attentif quand il y a à un moment donné des leviers d'action qui seront en notre possession, de pouvoir les actionner correctement pour aller dans le bon sens. Et que finalement, quand on nous dit, quand on a des gros qui s'approprient des ressources en nous faisant croire qu'on va pouvoir les avoir pour pas cher, il faut se dire qu'il y a un loup. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question sur cette thématique dans le public? Oui, il y en a une. Il faut prendre le micro du coup.
Alors. Effectivement, on a une question ici. On est sur la carte qui dit « Pense aux personnes que tu connais. Est-ce qu'il y a des agriculteurs ou des agricultrices? Et si oui, combien ?» Et en fait, on est dans un cadre plutôt urbain, là, tous ensemble. Et pour autant, on a un petit peu l'habitude de s'éloigner en fait de ces milieux où on connaît où on a pu connaître en tout cas une bonne partie d'agriculteurs. Et moi, j'aimerais questionner voilà, comment ces agriculteurs-là aujourd'hui se positionnent. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu faire une transition entre urbain, rural, qui ont pu arriver et inventer des nouveaux systèmes, des nouveaux systèmes en fait de production agricole? Thierry Boutonnier, je crois que vous vouliez réagir. Oui, parce que en fait, mon frère est éleveur laitier, mon père, ma mère était éleveuse laitière. Moi-même, en fait, en tant qu'artiste arboriculteur, c'est pas une posture ni une imposture. C'est une manière de vivre et c'est une condition d'existence. C'est-à-dire que former du bois vivant avec les gens plutôt que de sculpter du bois mort, essayer de planter des arbres en ville ou ailleurs et d'essayer d'accompagner ces arbres pour qu'ils portent des fruits qu'on n'avait pas imaginés et permettre de renégocier d'autres filiations à la terre, c'est l'enjeu même de ma pratique. Mais je ne suis pas le seul. Il y a plein aujourd'hui de personnes et d'habitants qui se posent la question de comment être en relation avec leur milieu, plus ou moins urbain, et qui expérimentent des choses, que ce soit des petits jardins potagers familiaux, des jardins de terrasse, des jardins de balcon, et que ça, c'est déjà un début pour pouvoir réfléchir aux conditions d'existence. Voilà. Et il faut s'insérer dans ce continuum du vivant. Le compost est une manière de ne pas externaliser une ressource et d'essayer de la valoriser sur place. Voilà, je suis très bavard, mais juste pour dire qu'il y a à chaque endroit, si on veut cultiver et se cultiver, il y a moyen. Nicolas, je crois que vous aviez un en 2 mots, parce qu'après il faut qu'on change de thématique. D'accord, alors vraiment en 2 mots. Je pense qu'il y a deux manières d'aborder la question. D'abord, il n'y a pas d'agriculture en ville, enfin très peu effectivement, parce que forcément sur un sol bétonné c'est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une saisie de l'institution de ces questions-là. Je pense par exemple à des bailleurs sociaux qui mettent en place des jardins partagés ou à des initiatives citoyennes. Après, effectivement, il y a sinon un deuxième écueil, c'est-à-dire que les personnes qui seraient motivées par l'agriculture, elles partent en zone rurale et c'est toute la mouvance des néo-ruraux qu'on peut observer sur un premier mouvement d'abord dans les années 70 et puis un peu plus présent aujourd'hui depuis les années 2000-2010. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 50% des reprises... 50% des personnes hors cadre familial qui souhaitent s'installer qui sont des néo-ruraux. Donc non issus du monde agricole et issus du monde urbain. Juste cette semaine, j'ai rencontré un infirmier qui s'est installé dans les monts du Lyonnais pour travailler. Donc en fait, c'est un mouvement quotidien. Ces gens qui se posent des questions sur leur alimentation et c'est bien l'enjeu de notre rencontre ce soir. Merci à tous les trois pour ces réponses. On reprend un tout petit temps musical pour que Max et Chloé redistribuent des nouveaux jeux de cartes et qu'on passe à une thématique liée plus particulièrement à la production. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et on est de retour en direct de Pilot pour cette soirée spéciale Scène 27 Radio Anthropocène sur l'alimentation du futur. Et on va renommer nos invités, on va les représenter. On est avec Laetitia Chalandon, avec Nicolas Postet, avec Thierry Boutonnier. Et on a une question qui nous vient du public. Tout à fait, je passe le micro tout de suite. Alors du coup, on a fait un peu un mixte entre 2 questions. Est-ce qu'on serait prête à quitter notre job pour faire un métier dans l'agriculture? Et est-ce qu'on a déjà essayé de faire pousser de la nourriture chez nous? Du coup, on s'est posé la question de l'autosuffisance et à quel point c'est faisable. Et est-ce qu'il faut tout lâcher pour devenir autosuffisant? Est-ce que c'est possible de le faire en ayant une vie un peu comme tout le monde, avec un travail et faire pousser ses légumes et tout? Je crois que ça sourit chez nos invités. Très bonne question. Qu'est-ce qu'une vie normale? J'ai envie de te dire... devenir autosuffisant, c'est possible, mais il va falloir faire une croix sur certains aliments.
parce qu'on est contraint par nos climats, tu vas être contrainte par... ça dépend en fait du terrain que tu trouves, ça dépend de tes connaissances et de ta volonté d'apprendre, enfin sauf si tu sais déjà d'ailleurs produire, mais de ta volonté, le temps que tu vas passer plutôt dans la production agricole. Après, je pense que faire pousser ne serait-ce qu'aujourd'hui sur Lyon, si tu as un balcon, faire pousser des tomates cerises, au-delà du fait d'avoir des tomates cerises l'été, c'est aussi une manière de te connecter à la manière dont les légumes, les fruits aussi d'ailleurs, les végétaux en général peuvent croître et du coup se sensibiliser face à des questions de production et notamment celles que l'on a pu relever jusqu'à présent ici. Après, je pense que tout plaquer et croire qu'avec un petit lopin de terre, on va devenir autosuffisant et vivre heureux dans la Corrèze, entouré de 2-3 chèvres et que l'eau douce coulera à flot, à mon avis, c'est survoyé, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse? Ça n'empêche pas que ça peut être une très belle expérience. Pour nuancer, oui, si, c'est tout à fait ça. Après, effectivement, la question, elle se pose puisque dans 10 ans, 50% des agriculteurs partiront à la retraite. Et donc, on a un besoin de reconversion vers les métiers de la terre. Maintenant, le métier de la terre, travailler la terre, c'est un savoir-faire qui est colossal. Enfin, je sais pas, on en discutait là à l'instant, mais c'est des connaissances qui s'acquièrent, c'est une observation du terrain, c'est de la transmission. On est à 10 000 lieues de comprendre comment les écosystèmes fonctionnent, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin de diversité pour pouvoir survivre. Et donc, participer à accroître cette diversité, c'est une voie de salut pour les défis qui nous attendent. Après, si tu as la volonté, si tu as l'envie de pouvoir un jour te dire j'ai envie d'aller vers ces métiers de la terre, ce qui est important, c'est d'aller se former, d'aller sur le terrain, d'essayer, de regarder si ça te plaît, si ça te fait envie, et puis à ce moment-là, de se lancer, de repasser un peu par de la formation. Et aujourd'hui, on a des systèmes juridiques qui permettent de ne pas être agriculteur toute sa vie. D'aller vers cette reconversion, de se dire je vais faire ce métier-là pendant 10 ans, pendant 15 ans, et puis ensuite je repartirai vers autre chose. Les fermes collectives en sont de bons exemples. Là, je pense que tu peux prendre le relais à ce niveau-là parce que tu les as beaucoup observés. Mais en tout cas, voilà, des reconversions qui permettent, qui réfléchissent déjà à se dire comment je peux sortir du métier d'agriculteur avant d'y rentrer, mais en tout cas, et qui me permettra de reconnecter avec le vivant et de lui permettre de prendre plus de place. Et surtout, c'est un moyen de ne pas être seul, parce que l'un des problèmes aussi de l'agriculture aujourd'hui, c'est l'isolement. C'est des gens qui travaillent seuls, qui supportent seuls des investissements importants liés à leur installation, un travail qui est quand même épuisant et parfois pénible. Et le fait de travailler dans une ferme collective, c'est aussi un moyen, donc, potentiellement, d'avoir une expérience qui est beaucoup plus ponctuelle, de se détacher du poids des investissements à l'échelle d'une vie. Et c'est aussi le moyen de créer du social et du coup de lier le travail à une expérience qui sera beaucoup moins pénible, car à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le public? Oui, je vois des personnes hésiter, mais si je sens qu'il y a des questions à poser. Effectivement, on se posait une question sur l'impact environnemental d'un potager. Notamment, j'ai souvent entendu que c'était très bien à court terme et que ça pouvait être vertueux. Mais en vérité, que ça posait des problèmes par ricochet qui étaient assez dévastateurs sur ce qui entoure la culture d'un potager. Qu'en dites-vous ? Thierry Boutonnier. Oui, je pense qu'il est très important de parler d'agrosystème ou d'agroécosystème et d'avoir une vision un peu large, notamment par rapport à la discussion qu'on a eue au préalable. C'est-à-dire que il y a d'abord, chaque individu est peuplé de bactéries qui les aident à digérer. Donc vous êtes vous-même un jardin potager dans votre ventre. On parle du composteur tout à l'heure. C'est aussi un endroit très important pour pouvoir développer peut-être les prémices d'un sol. Évidemment, quand on parle d'agriculture de subsistance, il faut plutôt parler d'art de subsistance comme Geneviève Pruvot et tous les théoriciens de l'écologie et de l'écoféminisme le développent. C'est-à-dire que c'est d'abord une transformation de soi dans sa relation au milieu. Et c'est un affranchissement à tous les discours qui sont parlés à travers la question de l'alimentation. Puisque l'alimentation, c'est le levier
pour produire de la dépendance. Et de la dépendance à des formes hiérarchiques, patriarcales. Ce n'est pas par hasard que la religion a développé la transsubstantiation. En tout cas, concernant donc, le potager, en milieu urbain, la majorité des sols et la majorité de la qualité de l'air comme de l'eau sont des sites et sols pollués. Donc, évidemment, ça va avoir une influence sur votre santé. Le fait tout simplement de brasser un peu de poussière à la surface de votre pied de tomate. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est un des terrains où je travaille, l'Institut éco-citoyen recommande de porter un masque et des gants quand on fait du potager. Voilà. C'est une réalité du fait de Fos-sur-Mer qui permet de stocker énormément de pétrole pour beaucoup de camions qui vous apportent des fraises en ce mois de mars. Je crois que je suis un peu long pour détailler ça. Il ne faut pas opposer les agrosystèmes, il faut juste assumer que nous sommes dans une époque toxique, avec un niveau de toxicité dans l'air, dans l'eau, dans les sols, qui doit nous obliger à interroger cette toxicité, la dépendance à ces toxiques, et comment on s'affranchit, comment on fait un sevrage à ces différents toxiques, pour faire en sorte que ce ne soient pas les mêmes qui nous vendent le remède et le poison, comme la religion. Allez, est-ce que quelqu'un veut réagir, rebondir sur ces propos? Non, a priori, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une nouvelle question dans le public? Oui, moi j'ai eu l'occasion de débattre sur la carte des fermes verticales notamment. Donc ces nouvelles fermes qui voient le jour urbaines sur plusieurs étages, qui sont du coup éclairés artificiellement et qui produisent toute l'année. Et ma question c'est, donc il y en a qui disent que voilà, c'est le futur, ça se développe de plus en plus. Ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir à ces fermes-là, ou est-ce que c'est encore une solution technologique qui finalement ne va pas changer grand-chose au problème de l'alimentation? Ça dépend du point de vue où on se place. Et moi, je crois que dans nos sociétés aujourd'hui, on a besoin de se reconnecter avec le vivant et avec les besoins du vivant. Et pas seulement avec nos besoins à nous, mangeurs, consommateurs. On a besoin d'être en observation des écosystèmes qui se passent en nous, parce que le message qui nous est délivré aujourd'hui, c'est « nous nous effondrons ». Nous nous effondrons parce que vous prenez trop de place. Et donc, ça va être à nous de nous demander quelle place on offre aux vivants dans notre manière d'habiter le monde. Comment on va décider de cohabiter. Et peut-être de remettre en question cette proportion très humaine à vouloir dominer tout ce qui l'entoure. Et à un moment donné où on va se dire, ben voilà, faire des cultures verticales parce qu'on a trop artificialisé les sols et qu'on n'a plus l'espace pour le faire ailleurs, posons-nous la question de a-t-on besoin d'artificialiser autant les sols, etc., etc. Donc en fait, j'ai du mal à finir mes phrases, mais je crois que l'idée est ici, et simplement de se re-questionner sur quels sont vraiment nos besoins et d'où est-ce qu'on se place et quelle place on donne aux autres êtres vivants qui existent avec nous sur cette terre. Oui, il y avait une autre question. J'ai une question parce que du coup on ouvre pas mal de fenêtres sur les nouveaux modes de consommation, sur les nouveaux modes de production, et quel rôle on a nous en tant que citoyens, et qu'est-ce qu'on peut bien faire à l'échelle de notre petit appartement lyonnais ou enfin voilà, dans tous ces systèmes énormes avec tous les enjeux énormes qu'il y a en face de nous. Je pense que la réponse à ma question va être multiple, mais juste un exemple concret peut-être d'une initiative qui est un premier petit pas positif et optimiste peut-être, qui peut donner un peu d'espoir pour répondre à ces différentes problématiques. Donc bien sûr pas pour répondre à tout ça, hein, sinon ça serait carrément, je pense, même pas une journée, mais plusieurs mois pour répondre à la question. Mais peut-être s'il y a une, deux, trois initiatives marquantes et auxquelles vous avez confiance, qui vous redonnent confiance en le futur pour répondre un peu à ces questions, en tout cas à notre échelle, quoi. De rien pour la question. Vous battez pas.
À qui le tour? Nicolas Postat. Je vais bien essayer. Très bonne question. En toute franchise, trouver une pratique qui permettrait de redonner foi dans le futur, ça va dépendre en fait si tu préfères être optimiste ou pessimiste. Pour ma part, moi je suis pas quelqu'un de très optimiste, du coup je sais pas si je suis la personne la plus à même de pouvoir répondre correctement. Bon, peut-être que tu pourras pas répondre à toutes les problématiques. L'éco-anxiété, elle naît aussi de ça, hein. C'est que du coup on se dit j'ai conscience de tous les problèmes et je peux pas agir sur tout. Et il faut se dire qu'à chaque choix que tu vas faire, il y aura aussi d'autres conséquences un peu cachées. Mais déjà, une des premières choses que tu peux faire, c'est évidemment réduire certaines consommations d'aliments. Bon, ça paraît un peu être du basique, mais ça a quand même un gros impact, notamment sur la viande. Et que quand tu veux acheter de la viande, si tu as encore envie d'en manger, d'aller vers des éleveurs et des bouchers qui travaillent ensemble. Il n'en existe pas beaucoup encore, mais il en existe de plus en plus. Et plus on va valoriser ces pratiques, plus elles auront envie de s'accroître, en fait, de croître. Donc à ce niveau-là, tu peux, en tout cas au niveau de Lyon, aller vers je pense à Anciella, par exemple, qui a envie d'agir, qui va pouvoir être des répertoires, ne mâchons pas les mots, qui peut être aussi un répertoire, mais aux Zénus aussi, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour pouvoir rendre visible, en fait, tous ces acteurs de terrain qui se posent ces questions-là au quotidien. Et donc ça arrive là, et après ça va être effectivement essayer de renouer avec la cuisine pour aller se faire plaisir avec des produits de saison et de les diversifier, etc. Essayer d'aller sur les marchés. Si on n'a pas le temps d'aller sur les marchés, c'est d'aller vers des AMAP. Ça va être des petites solutions comme ça pour permettre de sortir des circuits de grande distribution. Et ensuite, ça va être ton bulletin de vote qui va essayer en tout cas de pouvoir faire changer les choses, même si au niveau de la métropole, on voit que s'il y a des choses qui se mettent en place, la métropole elle-même est limitée par le national qui bloque sur certains sujets. En fait, elle est limitée par la législation. Donc nous, en tant que citoyens, d'avoir conscience de ça, ça nous permet derrière de pouvoir être plus au fait des enjeux et aussi de démasquer ceux qui vont nous mentir ou essayer de nous manipuler pour nous faire rentrer dans des circuits qui ne sont pas souhaitables. Merci pour toutes ces réponses. Désolé Thierry Boutonnier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser un tout petit peu de temps pour faire un dernier tour de cartes. Il ne nous reste pas beaucoup et comme ça on va pouvoir aborder un nouveau thème. Donc on fait une pause musicale et ensuite on se retrouve avec de nouvelles questions du public. Radio Anthropocène. Et nous sommes toujours en direct de Pilot pour cette dernière soirée en partenariat avec Scène 27 où l'on débat avec nos invités qui ont l'air de prendre un grand plaisir à débattre entre eux. On a une dernière question qui va nous arriver du public pour réfléchir, je crois, aux enjeux liés à l'avenir de cette alimentation. Est-ce qu'on a une première question, Max ? Max, a-t-on une première question ? Oui, je crois, une question du public qui nous vient. Du coup, on a une petite carte sur une éventuelle viande produite en laboratoire. Moi, ça me dégoûte. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, vous, de la conception et la préparation de denrées en laboratoire comme ça. Le futur parle au passé. Donc, dans ce passé qui prétend que la viande de laboratoire, c'est le futur, il faut bien comprendre que c'est le passé et le plus que passé, en fait. Hein. Donc, encore une fois, pensons agro-système, agro-écosystème, comment l'énergie sous-tend ces relations à la viande, etc. La question des brevets aussi, comprendre comment aujourd'hui les semences, mais aussi les algorithmes et les machines qui permettent d'imprimer un steak, comment aujourd'hui ça participe d'une privatisation du réseau trophique. Et il faut parler de commun. Donc moi, je serais plus à vous proposer d'aller voir comment les pigeons et les rats peuvent vous nourrir en ville, plutôt que de vous poser la question comment une imprimante 3D va vous faire du steak avec une certaine conscience libre de ne pas avoir soi-disant tué un animal. Mais peut-être que vous aurez tué des millions d'années fossiles pour avoir votre steak imprimé. Et vraiment, voilà, vraiment pensez agro-écosystème, pensez le jeu de transformation d'énergie-matière et quelle est l'énergie qui sous-tend et à qui ça profite. Voilà.
Est-ce qu'il y a un autre invité qui veut répondre? Je veux bien. J'allais demander si on allait manger du pigeon et du rat vraiment en 2050. Est-ce que c'est ce à quoi il faut se préparer, Nicolas? Je pense qu'il faut nettoyer les villes avant, alors. Non, je pense que la question de la viande, en toute franchise, c'est une question compliquée. Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un enjeu gastronomique qui est fort, donc culturel. Et donc, la solution, à mon sens en tout cas, et je ne sais pas jusqu'à quel point elle est partagée, ça reste quand même, sans parler d'abstinence, mais tout du moins une réduction très, 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 très importante de la consommation. Pour plusieurs raisons, parce que finalement que la viande, que les animaux soient élevés en batterie, qu'ils soient élevés en plein air ou peu importe les conditions d'élevage, il y a un coût qui est quand même assez important d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, c'est l'un de nos problèmes principaux vis-à-vis de l'agriculture. Et je pense que la viande en laboratoire, du coup, moi j'aurais tendance à dire que c'est se référer à la technologie pour répondre à un problème du passé. Et se référer à la technologie, au final, voici aujourd'hui où est-ce que ça nous a mené. J'ai par exemple en tête une statistique, alors qui est peut-être à vérifier, mais en 1950, je crois qu'il fallait 1 calorie d'énergie fossile pour produire 4 calories alimentaires. Aujourd'hui, on est à 10, presque à 15. Et fondamentalement, pourtant, on a connu une révolution agricole à partir des années 60. C'est-à-dire que la mécanisation et le recours à la technologie, en théorie, c'est censé nous avoir permis de produire plus, mais finalement, on a perdu du savoir-faire parce que visiblement, on a besoin de plus d'énergie pour produire moins, visiblement. Et en plus de mauvaise qualité. Et en plus de mauvaise qualité. Parce que finalement, aujourd'hui, notre système alimentaire, il nous détruit, ni plus ni moins. Ça nous rend malade et ça rend malade l'environnement. Donc, effectivement, il faut se reposer les bonnes questions et encore une fois, de se dire, mais quel est mon rapport au vivant et à ce que je mange et quelles sont ces bonnes questions et ce que tu as dit aussi, Thierry, sur la question de à qui profite le crime, en fait, puisque très clairement, nous, on n'en souffre encore pas trop, mais ça va venir, notamment avec les nouveaux OGM qui vont poser des gros problèmes, puisque l'idée, c'est que des privés s'approprient des semences et des choses qui pourraient se passer un peu différemment ou à plus long terme sur les territoires vont être interdites parce qu'il y a des semences qui auront été déposées. Et donc, du coup, les agriculteurs vont être dépendants de privés pour pouvoir planter. Et qu'est-ce que ça raconte de notre façon d'habiter le monde et de dire de notre accessibilité à l'alimentation, en fait? Oui, et je voudrais rajouter une chose importante. Aujourd'hui, on produit pour 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes autour de 8 milliards. Et il y a malgré tout 800 millions d'êtres humains qui souffrent d'une malnutrition. Comme dirait Jean Ziegler, c'est un crime contre l'humanité. Chaque enfant aujourd'hui dénutri ou qui meurt de faim, c'est un crime contre l'humanité. Donc le problème, ce n'est pas les conditions de production de l'alimentation. Le problème, comme toujours, c'est la question du partage des ressources en fonction des besoins. Et je finirai par cette chose importante, c'est que la question du réarmement démographique, il faudrait se poser la question de la liberté des femmes à disposer de leur corps et de savoir comment les femmes libres ont la possibilité d'accès à une alimentation profitable à leurs soins et à leur santé, profitable à la santé comme pour les hommes, à celle des enfants. Et puis ensuite, là, on commencera à se poser des questions si vraiment on a besoin d'une imprimante 3D. Mais là, aujourd'hui, on n'y arrive même pas, alors que pourtant, on a largement les moyens. Donc, le droit de vote, exercer son droit citoyen, le 9 juin, il y a les élections européennes, il faut le faire. Il faut en parler tous, là, parce que ce n'est pas possible qu'on nous raconte que c'est le Front National qui va passer au premier tour. Ce n'est pas possible. Il faut en parler. Et puis ensuite, franchement, aller à la rencontre des agriculteurs et des agricultrices, des éleveurs et des éleveuses, créer des pactes d'alliance aux endroits des restaurants, de la restauration collective du Crous, etc. Posez la question des conditions de production de la nourriture que vous avez dans votre assiette. Lisez les étiquettes. Essayez de comprendre les nutriments qui sont dans votre assiette. Faites votre travail d'enquête, chacun. Eh bien, ce sera une belle conclusion et pour cette émission et pour cette magnifique semaine qu'on a passée à Pilot avec Radio Anthropocène. Un grand merci à tous nos invités. Laetitia Chalandon, vous êtes donc journaliste, où est-ce qu'on vous retrouve ? Eh bien, sur Machon Palémo, qui est un média libre et indépendant que l'on trouve en ligne. Nicolas Posta, vous êtes doctorant. Est-ce qu'on peut vous retrouver en librairie, je crois ?
Oui, sur le site des éditions Repas, tout du moins. Après, je n'ai pas la liste de tous les partenaires en tête, mais j'imagine que sur Internet, ça doit se trouver. Merci beaucoup. Et Thierry Boutonnier, même question pour vous. Est-ce qu'on peut vous retrouver ? Bien, on va distiller de l'eau de rose à Vaux-en-Velin dans une date en juin, quand les fleurs parfumeront nos pieds d'immeuble. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir informés. Eh bien, un grand merci à tous les trois. Un très très grand merci à nos partenaires de Scène 27 pour l'animation. Max, Chloé, merci beaucoup. Un grand merci également au public pour sa participation. C'était un petit peu une expérimentation, ce qu'on a tenté ce soir, et c'était plutôt réussi. Je crois qu'on a tous passé un très bon moment. Merci. Et du coup, la fin de cette émission, ça signe également la fin de notre festival à l'école de l'Anthropocène 2024, en tout cas sur l'antenne de Radio Anthropocène, parce que ça continue encore ce soir à la Cité de la Gastronomie. Un grand merci à toutes et à tous pour cette magnifique semaine, à tous nos invités, tous nos partenaires animateurs, Bérénice Gahan, Lou Herman, Virginie Chaput, Lalka, nos camarades de l'AFEV et du Master VEU, de l'émission La Chèvre et le Chou et de Rue 89 Lyon. Merci évidemment à toute l'équipe de Cité Anthropocène et de October Octopus. Un grand merci aussi à Pilot pour son accueil chaleureux toute la semaine. Merci à Camille Viguier pour sa... Eh ouais, non mais c'est le moment des remerciements, on est obligé. Hein. Merci à Camille Viguier pour sa sélection musicale et à la technique. Camille que vous pouvez retrouver tous les jours sur le site de Radio Béguin. Et écouter toutes ces sélections musicales. Et merci à mes deux camarades François de Gasperi et Damien Ronde-Pierre. Toutes les émissions de la semaine seront à retrouver prochainement en podcast sur l'ensemble des plateformes et sur notre site radio-anthropocène.fr. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt sur Radio Anthropocène. Radio Anthropocène.